Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge ensemble dans le sujet de l'autisme chez l'enfant. Mais on va pas l'aborder comme un problème, loin de là. On va plutôt le voir comme un chemin, un parcours pour mieux comprendre. L'idée c'est de poser un regard à la fois informé et bienveillant pour pouvoir justement mieux accompagner. Alors pour commencer, la question la plus importante, c'est bien sûr, mais qu'est-ce que c'est au juste ce fameux spectre de l'autisme ? C'est crucial de partir de là, parce que l'autisme, ce n'est pas une seule et même chose, bien au contraire. Le terme officiel c'est trouble du spectre de l'autisme, ou TSA. C'est ce qu'on appelle une condition neurodéveloppementale. En clair, ça veut dire que ça concerne la façon dont le cerveau se développe et fonctionne. Et ça a un impact sur 3 grands domaines: la communication, les interactions avec les autres et la façon de percevoir le monde qui nous entoure. Pour bien se le représenter, l'image d'un arc-en-ciel, d'un spectre de couleurs est vraiment parfaite. Chaque personne autiste est unique, elle se situe à un endroit bien précis de ce spectre, avec ses forces, ses défis et sa propre personnalité. Il n'y a pas 2 personnes autistes identiques, pas plus qu'il n'y a 2 personnes non autistes identiques. Allez, entrons un peu plus dans le détail. On va commencer par le premier grand volet, la communication et les interactions sociales. C'est souvent là qu'on observe des manières de faire, des manières de se connecter au monde, qui sont différentes. Prenons des exemples concrets. Le contact visuel, par exemple. Pour beaucoup d'entre nous, c'est naturel, mais pour une personne autiste, ça peut être ressenti comme quelque chose de très intense, presque agressif. Un autre exemple, c'est ce que les spécialistes appellent l'attention conjointe. C'est le fait de pointer du doigt quelque chose pour le montrer à quelqu'un d'autre, de partager un intérêt. Eh bien, ce geste n'est pas toujours spontané. On entend aussi parfois parler d'écholalie. C'est quoi ce mot un peu technique ? C'est simplement le fait de répéter des mots ou des phrases qu'on a entendues. Et attention, ce n'est pas juste de l'imitation. Ça peut être une façon de communiquer, de s'apaiser ou même de prendre le temps de traiter une information. C'est une vraie stratégie. Et en matière de langage, la diversité est immense. Certains enfants autistes ne parleront jamais, c'est ce qu'on appelle le mutisme. D'autres, à l'inverse, auront un vocabulaire très riche, mais une façon de parler bien à eux. On note aussi souvent une difficulté à utiliser le pronom « je », à parler de soi à la première personne. Passons maintenant au deuxième grand aspect, les comportements et les centres d'intérêt. C'est un domaine où on va souvent retrouver un besoin très fort de routine, de prévisibilité. Bref, que les choses ne changent pas trop. Alors, on peut observer des mouvements répétitifs, qu'on appelle aussi stéréotypies. Ça peut être se balancer, agiter les mains ou marcher sur la pointe des pieds. De l'extérieur, ça peut paraître étrange, mais ça a une fonction. C'est souvent une manière de gérer ses émotions, son anxiété. Et puis, il y a les intérêts spécifiques, parfois une vraie passion dévorante pour un sujet très précis, comme les dinosaures ou les horaires de bus. C'est une source de joie et de réconfort. Et tout ça nous amène à un concept vraiment clé. L'immuabilité. C'est le besoin que les choses restent pareilles, qu'elles ne changent pas. Pourquoi ? Parce que le monde peut être perçu comme un endroit chaotique, imprévisible. Du coup, les routines, les rituels, ça rassure, ça crée un cadre sécurisant. Le moindre petit changement dans le programme de la journée peut alors devenir une source de stress immense. Bon, on a vu pas mal de signes. Mais alors, comment on passe de ces observations à un véritable diagnostic ? C'est tout un parcours, un cheminement qui demande du temps et l'avis de plusieurs professionnels. En général, tout commence avec les parents. Ils sentent que le développement de leur enfant est différent. Ils s'inquiètent. Ensuite, un processus se met en place avec des professionnels qui vont observer l'enfant, discuter longuement avec la famille et utiliser des outils d'évaluation spécifiques. C'est un vrai travail d'équipe pour assembler toutes les pièces du puzzle. Et une étape très importante, c'est d'écarter d'autres possibilités. C'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Par exemple, un enfant qui ne réagit pas quand on l'appelle, est-il autiste ou a-t-il un problème d'audition ? La nuance est subtile. Dans le cas de la surdité, l'absence de réaction au son est constante, alors que dans l'autisme, la réaction peut être variable. Un jour, il ne réagit pas, le lendemain, un bruit anodin peut lui paraître insupportable. Une fois que le diagnostic est posé, la grande question c'est « et maintenant, on fait quoi ?» La réponse, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il faut construire un système de soutien, un accompagnement vraiment sur mesure. Et s'il n'y avait qu'un seul mot à retenir pour cet accompagnement, ce serait celui-là, pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on a besoin de plusieurs disciplines, plusieurs regards, plusieurs compétences. Personne n'a la solution tout seul. C'est le travail d'équipe qui fait la force. Au cœur de ce dispositif, il y a bien sûr l'enfant, mais aussi, et c'est fondamental, ses parents. Ils sont les premiers experts de leur enfant. Autour d'eux, on va mobiliser toute une équipe. Des orthophonistes pour la communication, des psychomotriciens pour aider avec le corps et les sensations, des éducateurs. Chacun apporte son expertise. Alors là, on fait une petite pause, un arrêt sur image pour clarifier un point essentiel. Il faut le dire et le répéter haut et fort. Non, il n'y a absolument aucun lien prouvé entre la vaccination, et notamment le vaccin ROR, et l'autisme. Toutes les études scientifiques sérieuses menées dans le monde entier arrivent à la même conclusion.
C'est une fausse information qui a fait et qui fait encore énormément de dégâts. Je trouve que cette phrase résume parfaitement la bonne philosophie à avoir. Le but de l'accompagnement, ce n'est pas de réparer l'enfant, de le rendre normal. Le but, c'est de lui donner les outils, les stratégies dont il a besoin pour naviguer dans un monde qui n'est pas toujours adapté à lui, et de lui permettre de s'épanouir, tel qu'il est. Et on va terminer là-dessus, avec une question un peu plus large. Parce qu'au fond, comprendre l'autisme, ce n'est pas juste une affaire de médecins ou de parents. C'est une question qui nous est posée à tous en tant que société. Comment fait-on pour mieux accueillir la neurodiversité, pour faire de la place à toutes les manières de penser, d'être et de ressentir, et pour voir ça non pas comme un défaut, mais comme une richesse?